son plaisir. Écoutez-le, c'était dans la nuit à Budapest. És ami az eredményt illeti, kedves barátaim, azt tudom itt ma este mondani önöknek, nektek, hogy egy nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot. Les observateurs, expression qui ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire, beaucoup de gens ont été surpris par l'ampleur de cette victoire, puisque Orban a presque, je crois, 30 points d'avance sur son suivant immédiat. Vous avez été surpris ? Oui, quand même, parce qu'on voyait qu'il était quand même assez fébrile, hein, qu'il avait encore musclé son discours nationaliste à la veille du scrutin. Il avait très peur, je crois, que l'extrême droite, parce qu'on qualifie son mouvement d'extrême droite, mais il est encore plus extrême que lui. Le deuxième parti, d'ailleurs, oui, n'est pas un parti de gauche, mais un parti d'extrême droite. Absolument, et donc on voit que la gauche est vraiment très très mal en Hongrie, et je pense qu'au-delà de tout ça, bien sûr, c'est un mauvais signal pour l'Europe. Ça se passe au moment où Emmanuel Macron lance la grande marche européenne. C'est le nouveau visage de l'Europe, Orban, une Europe souverainiste, très crispée contre l'immigration. C'est peut-être le chef de file de cette Europe souverainiste et populiste. On a vu d'autres mouvements de ce type. Regardez la Pologne, c'est vrai que la Pologne aussi pose un défi redoutable à l'Union européenne. L'Autriche, moi je suis assez frappé quand même par le fait que l'extrême droite gouverne en Autriche. Il y a quelques années, il y avait eu des sanctions européennes. Cette fois, il y a un silence assourdissant. Je pense que l'Union européenne est très très gênée aux entournures et ne sait pas comment réagir face à cette vague qui monte, c'est vrai, en Europe centrale. Après, je crois que c'est quand même un contexte très particulier. Quand, par exemple, Orban parle du joug de Bruxelles, je pense qu'il faut se souvenir de l'histoire récente de la Hongrie et que les gens doivent peut-être faire l'amalgame avec le joug de Moscou. C'est quand même un pays qui sort de décennies de communisme soviétique et qui a quand même souffert beaucoup de cette période. Et donc, je pense... Par ailleurs, il y a aussi ces accents nationalistes anti-immigrés. Et là, je crois qu'il faut le mettre aussi sur le compte d'un pays qui était très fermé sur lui-même, comme une bonne partie de l'ancien bloc socialiste soviétique. Et qui, de toute évidence, entend le rester fermé sur lui-même, en tout cas pour l'immigration. Alexandre Devecchio, c'est le nouveau visage de l'Europe, Viktor Orban, ou c'est le visage d'une Europe nouvelle ? Oui, je crois. Le politologue bulgare Ivan Krastev parle de révolte contre l'ordre techno-marchand post-1989, donc post-ouverture du chute du mur de Berlin. Je crois qu'à cette époque, on croyait à la mondialisation heureuse et que ce cycle-là est en train de se refermer, pas seulement en Europe, partout en Occident. La victoire de Donald Trump est aussi un symbole de ce retournement de l'histoire. Donc je crois que c'était un phénomène qui va s'inscrire dans la durée avec un nouveau clivage que finalement Orban a très bien théorisé lui-même. Il parle de démocratie illibérale. Donc c'est une démocratie avec plus d'importance à la souveraineté nationale qu'aux droits individuels. C'est une démocratie maître de ses frontières, plus protectionniste sur le plan économique. Je crois que c'est un mouvement de fermeture, mais lié aussi à une ouverture qui a été excessive ces dernières années. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur les pays de l'Est. Effectivement, ils se sont libérés, et je pense que s'ils se sont libérés, c'est pas pour aujourd'hui aller sous la dictature douce et de la technocratie bruxelloise. Donc il faut leur faire confiance. Je crois qu'eux savent vraiment ce qu'est une dictature. Et Orban est élu démocratiquement avec une majorité très large. Voilà, la démocratie, c'est aussi la souveraineté populaire qui s'exprime et pas seulement le droit et la technocratie. Alors, deux réactions, celle de Carbonito qui nous dit « Orban fait rêver Wauquiez en fait », et puis Gérard qui pose une question « Être patriote, est-ce être populiste ?» Sans doute est-ce une allusion au qualificatif qu'employait Thomas Hoffnung à l'instant pour qualifier Viktor Orban. Erwan Lenan, ce qui est intéressant avec Orban, c'est qu'il est très souverainiste, populiste, tout ce qu'on voudra, mais en même temps, en économie, son pays est relativement prospère, il profite quand même de l'Union européenne, donc c'est un peu un libéralisme à géométrie variable. Oui, pour moi, ça n'est pas un libéralisme, parce que le libéralisme est politique et économique, et à partir du moment où vous ne l'êtes pas, et économiquement, voilà, c'est ça ma question. Vous ne pouvez Est-ce qu'on pas peut être libéral en économie et pas en politique? Non, ou alors vous avez un problème de cohérence. Ça s'appelle la droite, dit Thomas Guénolé. On a fait quelques livres sur ce sujet. On va laisser terminer en Renan, et après on vous interrogera bien sûr. Oui, mais il n'est pas complètement faux que la droite n'est pas toujours libérale
économiquement. Elle est beaucoup plus libérale politiquement qu'elle ne l'est économiquement. Mais bon, j'aurais dit le contraire. Mais pour rejoindre ce qui a été dit jusqu'à maintenant, moi je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est propre à l'Europe de l'Est, que vous disiez à l'instant, mais c'est propre à l'ensemble des pays occidentaux. Les observateurs sont surpris, et alors moi je ne veux pas dire que je le suis, parce que je n'ai pas vraiment suivi de près les élections hongroises, mais comme ils ont été surpris par l'élection de Trump, par le Brexit, par le fait que Marine Le Pen réussisse quand même plutôt bien à l'élection présidentielle française, par les élections en Italie récentes, par l'Autriche. Enfin, on est sur un mouvement de fond de l'ensemble des pays occidentaux. Je crois que c'est ce que disait Alexandre. Je ne partage pas complètement l'analyse en disant que c'est une réaction à la mondialisation, mais il y a une vraie question. Est-ce que c'est une réaction, à la crise économique? Est-ce que c'est les raisons économiques qui font monter ces partis populistes, ou est-ce que c'est des questions culturelles? Dans le cas de la Hongrie, j'ai l'impression que c'est plutôt une question culturelle. Dans le cas de l'Autriche, c'était aussi culturel. Dans le cas de la Pologne, c'est culturel. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, Sud-Ouest, c'est un peu plus un mélange des deux, de mon point de vue. C'est pour ça que ça peut expliquer Podemos en Espagne, la France insoumise en France, mais ces mouvements sont plutôt des exceptions au niveau des pays occidentaux que des révélateurs. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus des mouvements populistes de droite que des mouvements populistes de gauche. Dernière remarque, la question ouverte pour moi, c'est de savoir si l'élection d'Emmanuel Macron prouve que la France est en retard sur ces mouvements ou en avance et qu'elle a réussi à les dépasser. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Ouais. Alors ça, on pourra y venir peut-être après, mais Thomas Guénolé, comment vous définiriez ce Viktor Orban, à la fois homme de droite parce que libéral en économie et homme souverainiste, populiste en matière politique? Pour moi, c'est juste une force politique d'extrême droite. Notamment du fait de positions particulièrement xénophobes ou carrément dans l'antisémitisme, il faut quand même le rappeler, dans le cadre du Premier ministre Orban. Gauche en France et au Royaume-Uni. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Mais après, vous avez la question. Non, mais il faut pas. En ce moment. Non, mais bon, écoutez, moi je veux bien qu'on parte dans le grand délire, mais je vais m'en tenir au fait. Donc, sur la question, par faire le ménage dans son parti. Je pense. Non, mais bon, écoutez, est-ce que je peux terminer au moins ma phrase avant qu'on raconte n'importe quoi? D'ailleurs, personne ne vous coupe la parole. Bah, si, 2 fois. Il y a des commentaires. Donc, non, c'est pas sur n'importe quoi les commentaires en question, mais il y a des choses qui sont alors, pas nous correctes. vous écoutons avec intérêt et attention. Donc, cher Thomas il y a Guénolé. la question du vote anti-réfugié, c'est une composante du succès de Viktor Orban, et puis il y a ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, c'est-à-dire la question de l'Union européenne, à la fois sur la question des frontières, et donc on rejoint le vote anti-réfugiés, mais aussi une composante qui est de voter contre les politiques rendues obligatoires par les traités de l'Union européenne, c'est-à-dire la marchandisation d'un certain nombre de services publics, c'est-à-dire le fait de rendre obligatoire le dumping social, le dumping fiscal, etc. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser des armes pour lutter contre, c'est interdit en tout cas à l'intérieur de l'Union européenne. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, et c'est là que je vous rejoins plutôt vous, dans ce cas-là, c'est que ça entraîne 2 forces de rejet des politiques rendues obligatoires par les traités européens. Ce n'est pas un rejet nécessairement de l'Europe, mais en tout cas c'est un rejet des politiques rendues obligatoires par ces traités européens-là. Et donc vous avez deux grands types de forces. Vous avez d'une part des forces qui sont d'extrême droite, donc dans certains pays il n'y a que ça qui monte vraiment. Par exemple en Hongrie et plus généralement dans les pays de l'Europe de l'Est où pour des raisons historiques évidentes, le vote de rejet se manifeste essentiellement à l'extrême droite et très peu dans des formes de gauche alternative. Vous avez des pays où ce n'est pour des raisons symétriques que les forces de rejet de ces politiques de gauche alternative qui vont monter, par exemple en Espagne, ça va être surtout ça qui monte, parce qu'ils ont fait des régimes, ils ont fait l'expérience récente historiquement de régimes d'extrême droite, même remarque pour le Portugal, et puis vous avez des pays qui n'ont fait l'expérience récente ni de l'un ni de l'autre, et dans lesquels c'est les deux qui montent. Et donc vous avez par exemple le Royaume-Uni, où vous avez à la fois UKIP et le New Labour, qui quand même, comme transformation du paysage, relève de la gauche alternative, et en France, vous allez avoir simultanément la France Insoumise et le Front National, mais encore une fois, sur des lectures, des types de rejet de l'Union européenne qui ne sont fondamentalement pas les mêmes. On peut les appeler, selon où on se situe soi-même, souverainistes de droite ou xénophobes quand on parle de l'extrême droite. Et puis, quand on va être... J'ai introduit la nuance selon d'où on parle, et puis il va y avoir le rejet qui va être de la gauche alternative, dans le cas, j'insiste là-dessus, des traités austéritaires de l'Union européenne. Puisque j'invite ceux qui ont un doute à lire, même si c'est très rébarbatif, à prendre le temps de lire les traités européens pour voir tout ce qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des traités, qu'on soit de gauche ou de droite ou ailleurs, on ne peut pas contester que ça devient de plus en plus inutile de voter, puisque quoi qu'on vote, des politiques économiques
économiques bien précises sont rendues obligatoires par les traités européens. On croit comprendre, Thomas Guénec, voilà, que vous aussi vous rejetez l'Europe, mais pas pour les mêmes raisons que M. Orban. Sur le libéralisme d'Orban, c'est un libéralisme traditionnel, c'est-à-dire que c'est un libéralisme intérieur, favorable aux petits entrepreneurs, etc. Mais sur le plan extérieur, il est contre toutes les mesures de dérégulation de l'Union européenne. Et le fait que la transition libérale dans les pays anciennement communistes ait été brutale joue aussi. Donc je pense qu'il y a un mélange des deux, et qu'Orban propose un protectionnisme cohérent qui est à la fois culturel par rapport à l'immigration et économique sur la question de la dérégulation européenne. Donc je pense que ça se tient de manière extrêmement cohérente, et donc je ne parlerai pas de... Effectivement, il est libéral, mais il n'est pas libre-échangiste, Viktor Orban. Peut-être juste ajouter que la Hongrie profite énormément des transferts nets européens. C'est un des pays qui profite le plus des aides européennes, je crois, après la Bulgarie actuellement. Donc il n'y a pas de ce vote en faveur d'Orban. De l'Allemagne, d'ailleurs. Oui, et aussi ajouter peut-être une précision, c'est que Orban fait partie, son parti est sur les bancs du Parti populaire européen à Strasbourg et Bruxelles. Comme Mme Merkel. Voilà, et il a soutenu d'ailleurs, je crois qu'il appelait à voter, il se sent proche de Merkel et non pas du mouvement d'extrême droite, l'AfD par exemple, en Allemagne. Donc il brouille un peu les cartes et les pistes. Mais pour moi, ça reste un populiste de droite, très clairement, notamment sur sa rhétorique nationaliste et anti-immigrée. Beaucoup de réactions chez nos internautes. Carole qui nous dit, si l'on parlait des causes profondes de ces protectionnismes nationalistes, voire extrémistes, c'est ce qu'on a essayé de faire, chère Carole. J'espère qu'on a répondu en partie au moins à vos interrogations. Patriote qui nous dit, Orban est assez étatiste et hétérodoxe en fait, c'est un ovni économique. Oui, étatiste, mais pas partout. Bobo Dioulasso qui nous dit enfin une voix d'opposition à l'Union européenne, tandis que Patriote ajoute Vauquier ou Pelletier, Guillaume Pelletier, me rappelle Orban dans le côté assez étatiste, gaulliste à l'ancienne. Et Cabronito nous dit il faudrait rappeler que la Hongrie est l'un des principaux bénéficiaires des aides européennes, plus de 25 milliards sur 5 ans. Tandis que Patriote, encore lui, ajoute Orban était libéral, social-démocrate en 1990. Ne l'oublions pas. Effectivement, ça montre à quel point il est difficile de cataloguer ces nouveaux leaders. À ce moment-là. Il les avait perdus quand il était libéral. C'était un modèle de l'Union européenne et il avait perdu les élections dans la foulée. Et il est revenu 4 ans plus tard avec le programme que l'on sait. Et c'est la 3e fois qu'il est élu de manière consécutive. Donc c'est vrai que la droite française pourrait peut-être s'en inspirer. Eh bien, on va voir ça. Je suis sûr qu'il se penche avec intérêt sur le résultat de ces élections. Je vous propose d'ailleurs de revenir en France, mais pas pour parler